plaisante. Donc merci à la ville de Mitry-Mory et au Pige d'avoir organisé ce petit forum sur les questions de voyage. C'est des questions qui sont extrêmement importantes. On m'a demandé de vous présenter, de vous faire un petit speech sur mes expériences personnelles de voyage et ce que j'en ai tiré. Je ne suis absolument pas bon pour faire des discours, je vous le dis tout de suite. J'ai fait pas mal de notes, j'ai 4 pages de notes. Hein. Donc vous m'excuserez par avance mes petites malfaçons de langage, et etc. etc. N'hésitez pas à prendre la parole, à lever, voilà, si vous avez des questions en plein milieu ou quoi que ce soit, c'est censé être un débat. J'ai personnellement pas du tout envie que ce soit une sorte de discours monolithique que je vais vous donner comme ça. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, levez la main, essayez de faire vivre un peu avec moi s'il vous plaît cette petite présentation. Hein, je compte vraiment sur vous. Je vous passerai le micro si vous avez besoin de parler de vos expériences de voyage, si vous avez besoin de nous raconter une petite anecdote, etc. etc. Bon. C'est quelque chose que j'ai très souvent entendu et je suis vraiment content qu'il y ait beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Bon, moi j'ai 21 ans, pas 22 comme l'a dit notre cher ami. Pas 22, j'en ai 21. C'est quelque chose que moi-même j'ai toujours dit en fait. C'est des phrases qui reviennent, qui sont redondantes. Tu sais, je sais pas trop quoi faire plus tard, je m'ennuie dans ma vie. La situation elle est compliquée, puis en France tu sais il y a le chômage, et puis il y a la crise économique, c'est compliqué, voilà. Tout ça c'est des choses en fait que les jeunes ont tout le temps en tête. Quand on ne s'évade pas dans nos vidéos YouTube, quand on ne s'évade pas dans notre musique, quand on ne s'évade pas dans nos passions, le retour à la réalité il est difficile. On a cette question de savoir comment va être l'avenir plus tard, comment va se dérouler notre vie, etc. etc. Et on se sent, nous, jeunes, comme un peu déboussolés. Et puis, si on se pose la question du bonheur, bon, la plupart d'entre nous vont dire qu'effectivement, il y a pire comme situation. Hein, dans d'autres pays, c'est compliqué, il y a la guerre, il y a la famine, il y a ci, il y a ça. Mais en même temps, notre situation n'est pas si facile que ça. Parce qu'on se retrouve un peu dans des situations complexes où on ne sait pas trop quoi faire, etc. etc. La question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour aller mieux ? Comment mieux se porter ? Est-ce qu'il faudrait qu'on boit plus d'eau? Est-ce qu'il faudrait qu'on s'expose un peu plus au soleil pour nos apports de vitamine D? En fait, on serait des sortes de plantes vertes, en fait, avec un peu plus d'émotion à la clé. Non, plus sérieusement, on vit aujourd'hui dans des boîtes. On vit dans une boîte, nos maisons, on travaille dans une boîte. Pour s'y rendre, cette boîte, on se déplace dans des boîtes, hein, des bus, des voitures, etc. On vit notre vie tranquillement comme ça et on finit enterré dans une boîte. Et comme disait Pierre Rabhi, c'est pas ce que j'appelle le progrès. Bon. J'aimerais savoir honnêtement dans cette salle, là aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à lever la main, même au fond, est-ce que certains d'entre vous considèrent ou se considèrent comme étant à la recherche du bonheur, ou qui aimeraient en tout cas vivre plus heureux? Levez la main, n'hésitez pas sincèrement à lever la main. Voilà, j'en vois pas mal, ok, parfait. Ok. Selon moi, la première condition sine qua non pour arriver à un bonheur véritable, c'est de ne pas contempler sa vie. Il faut vraiment devenir acteur de sa propre vie. Acteur de sa propre vie. Et quand on suit le chemin en fait, qui nous est prédestiné par notre environnement social, nos amis, nos familles, nos fréquentations, notre collège, notre lycée, nos études, etc., quand on suit ce chemin qui nous est prédestiné par cet environnement social, on peut déjà prédire quels en seront les tenants et les aboutissants avant même de l'avoir emprunté, ce chemin. C'est ce qu'on appelle la causalité. On peut prédire, en fait, qu'est-ce que vous serez plus tard, à 50, 60 ans. Statistiquement, qu'est-ce que vous avez le plus de chances de devenir si on prend en considération les paramètres premiers qui sont, en fait, votre environnement social. Donc si vous habitez, je ne sais pas moi, dans le 16e arrondissement pour caricaturer un peu, voilà, on sait que statistiquement, vous avez probablement la chance d'être riche plus tard, etc. etc. Je caricature, mais grosso modo, c'est ça l'idée. Et la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Bon. Donc si on suit ce raisonnement, si on est prédestiné à un avenir conditionné par notre environnement, donc au final, c'est bien la preuve que toute notre vie durant, on est simplement spectateur. On n'est pas acteur de notre vie. Okay ? On est simplement spectateur de son existence. Et personne de sensé va vous dire que c'est ça la recette du bonheur. Suivre simplement le cours de la vie comme ça, comme une sorte de fleuve
tranquille, et puis voilà, on sait qu'à la fin du fleuve, bon, bah, il y a une cascade, et point final, on ne se casse pas trop la tête. Et la preuve, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Les gens sont frustrés, les gens sont malheureux. Je vais vous épargner les statistiques sur la consommation d'antidépresseurs en France, etc. Les gens sont frustrés par la publicité, parce qu'ils voient à longueur de journée des choses extrêmement chères qu'ils ne vont pas pouvoir s'acheter, et même si, voilà, au prix d'une dure labeur, ils vont réussir à économiser et puis à s'acheter ce produit, le jour où ils l'auront acheté, bah, il sera déjà obsolète, il y aura une nouvelle version qui sera sortie, etc. etc. Et ça, c'est sans fin. C'est vraiment un cercle sans fin. Et schématiquement, c'est quoi? C'est je consomme, donc je suis. Hein, et plus je consomme, plus je veux, et plus je veux, plus je suis frustré. Et c'est une boucle. C'est une boucle. Je ne suis pas en train de vous faire un discours anticapitaliste contre le consumérisme ni quoi que ce soit. Non, je vous explique simplement le schéma de base dans lequel on est programmé à vivre. C'est super important de comprendre ça. Bon. Et quel est le rapport entre tout ce que je vous ai dit maintenant et les voyages? Hein, c'est quoi le rapport entre le bonheur, globalement, et les voyages? C'est très simple. Personnellement, je pense que l'être humain est un nomade avant tout. L'homme n'est pas fait pour être casanier. L'homme avec un grand H, hein, j'exclus personne dans la salle. Je vois qu'il y a pas mal de femmes. L'homme avec un grand H n'est pas fait pour être casanier. Il est toujours fait pour être exploré. Quand on est petit, on a cette curiosité qui est systématiquement en nous. Vous voyez, les enfants posent tout le temps des questions, c'est pas pour rien. C'est parce que la nature veut nous transmettre un message. Elle est en train de nous dire, tu dois explorer le monde, tu dois essayer tout le temps d'aller pousser des portes, voir plus loin, etc. etc. Et personnellement, j'ai trouvé le bonheur justement à travers les voyages. J'avais 15 ans, la première fois que j'ai pris mon sac à dos et que j'ai décidé de partir loin. C'était mon premier voyage en solitaire, et pour la première fois de ma vie, j'étais totalement acteur de ma vie. C'est-à-dire que tout ce que je faisais dépendait réellement de moi. J'avais pris cette décision de A à Z, ça a été très dur de convaincre mes parents de partir comme ça en solitaire à l'âge de 15 ans. Mais j'étais pour la première fois de ma vie acteur. Je ne suivais pas simplement ce qu'on me disait de faire. Première destination, la Chine. Donc c'est mon premier voyage, il a duré 3 semaines. Et puis voilà, j'ai pris mon sac à dos, j'avais eu un peu d'argent en poche. Et je me souviens parfaitement que déjà à cet âge-là, j'avais une sorte de, peut-être pas de haine viscérale, mais j'avais un profond dégoût concernant tout ce qui touche de près ou de loin au tourisme organisé, le tourisme de masse, tout ce qui touche de près ou de loin aux sortes de tour opérateurs, etc. Moi, je savais que j'allais dans toute ma vie détester ça. Aller à une agence de voyage, leur demander un programme ou un circuit, etc., je trouvais vraiment que ça n'avait aucun intérêt. Payer des sommes faramineuses pour aller voyager, j'appelle pas ça voyager, pour aller suivre un circuit, un parcours qui a déjà été fait par d'autres personnes où finalement il n'y a rien de... Non, ça ne sert strictement à rien. Autant rester devant Arte, ils font des superbes reportages et ça nous fait voyager à travers le monde. Non, c'est pas ça le voyage. Le voyage, pour moi, c'est vraiment se mettre en danger. Je vais expliquer justement cette phrase-là un peu plus tard dans mon discours, et je vais expliquer ce que j'entends par se mettre en danger. Donc voilà, je trouvais vraiment qu'il n'y avait aucun intérêt à partir, donc pour suivre un plan détaillé, et je considérais que c'était être une sardine parmi des sardines, voilà, quand on voyage avec un tour opérateur ou quoi que ce soit. Et ce premier voyage en solitaire, il m'a ouvert une voie magnifique. C'est une voie que je vais considérer comme étant la voie de l'immensité du savoir, l'immensité des expériences et l'immensité même des compétences. On se rend compte à quel point on vit dans une bulle, à quel point on vit enfermé, et que l'horizon de pensée ou l'horizon d'action qu'on a, en réalité, il est quasiment illimité. Il est quasiment illimité. Et ce voyage-là de 3 semaines m'a laissé une marque indélébile, la marque du voyage. Et c'était décidé, j'étais en seconde, je me suis dit, je vais passer mon bac le plus rapidement possible. Et après mon bac, je vais partir pendant 1 an, je vais partir voyager. Je vais prendre une année sabbatique. Et j'avais 17 ans quand je suis parti, donc j'ai fait un grand périple en Asie qui a duré, bon, pas 1 an, qui a duré un peu plus de 5 mois. Et je me souviens qu'arrivé à 17 ans en Thaïlande, dans le cadre donc, de ce voyage, vous savez, la Thaïlande, c'est un pays qui a été ravagé par le tourisme de masse. Et la première chose que j'ai fait quand j'étais arrivé à Bangkok, c'est partir dans une sorte d'agence de voyage, en fait, qui avait ils avaient des grandes cartes de la Thaïlande super bien détaillées. Et j'ai demandé à l'hôtesse d'accueil, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me montrer l'île la plus désertique, en tout cas celle la plus fuie par les touristes, ou celle où il n'y a vraiment personne, une île où il n'y a que de l'eau. Elle m'a regardé bizarrement, elle m'a dit « You're crazy, voilà pourquoi, t'es complètement fou, pourquoi est-ce que tu cherches ça, etc. Je te propose des superbes îles, Koh Phi Phi, Koh Phangan, etc. » Non, c'est pas ce que je cherchais. Et elle m'a montré une petite île en fait à la frontière cambodgienne. Elle m'a dit « Tiens, regarde cette île-là, franchement, c'est le Far West. C'est quasiment impossible d'aller là-bas. » Je lui ai dit « Ok, pas de problème. » Je suis sorti de l'agence et j'y suis allé. J'ai mis 2 jours pour y aller. J'ai alterné donc bus, autostop, camion stop, bateau stop, ce que vous voulez. C'était vraiment incroyable.
Et j'ai débarqué sur cette île, en fait, à la frontière cambodgienne, avec 8 € en poche. Et ça a été une des plus belles expériences de voyage de ma vie. J'ai été recueilli par des locaux qui vivaient là-bas, avec lesquels j'ai pas pu parler un seul mot de thaïlandais, parce que je ne connaissais pas le thaïlandais, ils ne parlaient absolument pas anglais. Et ils m'ont accueilli chez eux, et ils m'ont offert une sorte de petite cabane qu'ils avaient sur leur terrain, avec un lit à l'intérieur. Et ils m'ont dit, d'après ce que j'ai compris, hein, ils m'ont dit, voilà, tu peux rester autant de temps que tu veux, il n'y a aucun problème, etc. Et des expériences de voyage, c'est difficile en fait de vraiment mettre un mot sur les sensations qu'on vit en voyage. C'est pour ça que voilà, il faut les vivre, il faut vraiment les vivre pour pouvoir comprendre la profondeur de tout ça. Des expériences de voyage comme ça, j'en ai vraiment à profusion, parce que 21 ans, j'ai pu voyager dans 23 pays, en autostop, en bateau-stop, en sac à dos principalement, et voilà. Les voyages, en somme, vont vous permettre, et je m'adresse là particulièrement à vous, aux jeunes, hein, de vous reconnecter à des valeurs que nos sociétés contemporaines ont largement perdues. Le partage, par exemple. Vous savez, en voyage, vous allez tout le temps tomber sur des gens comme ça qui vont vous proposer instantanément de vous accueillir chez eux, de vous offrir un repas. C'est tout le temps. Quand on voyage, on a tout le temps ce genre d'expérience. Et on est surpris la première fois. La première fois qu'on vous tend, je sais pas moi, un truc à manger ou qu'on vous invite, on est surpris. Mais en réalité, ce qui est le plus choquant, c'est qu'on soit surpris par ça. Le partage, c'est quelque chose d'humain. On devrait tous l'avoir en nous. Mais dans nos sociétés contemporaines, on a perdu en fait cette notion du partage. Et il y a des valeurs comme l'humanisme, la bonté. Je suis désolé, vous voyez, je vous ai dit que je savais qu'il allait y avoir des petits problèmes avec mes fiches. L'humanisme, la bonté. Et ça sert surtout à se rendre compte de la chance qu'on a. La sécurité notamment. Vous savez, quand vous voyagez, vous réapprenez à être vigilant. Vous réapprenez à faire attention. Pourquoi ? Parce que vous êtes les seuls responsables de ce qui peut vous arriver. Quand vous voyagez en dehors des sentiers battus, vous réapprenez que parfois, dans le monde, il peut y avoir des zones qui sont dangereuses, il peut y avoir des gens qui vous volent, il peut vous arriver quelques pépins. Et vous vous rendez compte, quand vous rentrez en France, de la chance que vous avez de pouvoir sortir votre téléphone comme ça, sans problème, que vous avez que vous pouvez sortir le soir, vous réapprenez à considérer les bienfaits que vous avez. Et même si vous arrive un pépin ou deux, c'est votre mentalité qui fera la différence. Moi, je me souviens qu'une fois, j'étais parti en Italie en sac à dos. J'avais atterri à Milan, d'ailleurs, j'ai même pas payé mes billets d'avion, c'était Air France qui me les avait offerts, parce que j'avais participé à un jeu concours, c'était la première fois d'ailleurs que je gagnais quelque chose dans un jeu, j'étais content. Il m'a offert des billets donc, pour Milan, et je me suis dit, bon, tiens, une petite semaine en Italie, ce serait bien. J'avais 200 €, j'étais parti une semaine avec 200 €. J'arrive à Rome, j'étais dans un bus, j'étais exténué, parce que j'avais fait du stop, etc. Je me suis endormi, on m'a volé mon portefeuille. La seule chose qui me reste, c'est mon sac à dos et mon passeport. Eh bien, j'ai la certitude, aujourd'hui, je peux vous le confirmer, que j'ai passé une semaine 1000 fois meilleure que si j'avais eu cet argent, en fait. J'ai passé une meilleure semaine de voyage avec 0 € en poche qu'avec 200 €. Pourquoi ? Parce qu'avec 0 €, en fait, j'ai fait des rencontres formidables. J'ai pu voyager dans toute l'Italie. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà. Quand vous allez en fait à la police en Italie et que vous leur dites, bon voilà, j'ai perdu mes papiers, on m'a volé ci, on m'a volé ça, mon argent, ils vous font une sorte de déclaration. En fait, vous pouvez prendre le train avec, et quand le contrôleur du train vient, vous lui montrez cette feuille-là, et en gros, voilà. Donc du coup, j'avais prévu de rester qu'à Rome. J'ai pu faire toute l'Italie en une semaine. Je suis descendu à Naples, je suis parti à Venise, je suis parti à Pise. Voilà, j'avais une sorte de passe de train illimité. Et j'ai rencontré des gens formidables, j'ai dormi chez des étudiants, c'était génial. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir été forcé par le destin comme ça, d'avoir perdu ces 200 € là, ça m'a forcé à aller vers l'autre. Ça m'a forcé à ouvrir mon cœur en fait et à accepter ce que l'autre me donnait, et voilà, etc. Et c'est tout ce condensé là en fait qu'on vit en voyage. Et attention, je ne vous dis pas que voyager de cette façon-là, il faut le faire toute sa vie et que voilà, je prône une vie non. Je vous explique simplement que, au même titre qu'une année universitaire ou quoi que ce soit, une année de voyage, c'est formateur dans une vie. C'est même essentiel. C'est vraiment même essentiel. Et je vais vous parler maintenant rapidement de l'arbre et la pirogue. Vous savez, l'arbre, ça représente l'enracinement, ça représente nos vies en fait, ça représente nos maisons, nos appartements, notre école, nos métiers. Et l'arbre rassure, parce qu'on sait qu'il sera là dans 1 an, 5 ans, 10 ans, on sait que l'arbre sera toujours là. Mais en même temps, on vit avec cette chimère qui est la pirogue, en fait. D'ailleurs, oui, voilà, j'avais une petite citation de Georges Brassens qui chantait auprès de mon arbre, je vis heureux, j'aurais jamais dû le quitter mon arbre, auprès de mon arbre, je vis heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Mais au fond de nous tous, on a cette chimère, en fait, cette sirène de pirogue qui nous appelle, et on se dit, voilà, si seulement je pouvais partir, et si j'allais loin, et si... C'est pour ça d'ailleurs qu'on rêve tant devant des films, devant des reportages, c'est parce qu'en fait ça nous emporte. L'instant d'une heure, 2 heures, on est transporté, en fait, on voyage sans bouger de notre canapé. Mais on a peur de cette pirogue. On a peur qu'elle nous emporte trop loin. On a peur qu'elle coule. On a peur qu'elle ne suffise pas, ou on a peur de ne pas retrouver, je sais pas moi, le chemin pour revenir, par exemple. Non, voyager, c'est la façon la plus rapide pour acquérir de l'expérience de vie. Voyager, c'est de l'apprentissage. On voyage pour s'améliorer. On voyage pour élargir ses horizons de pensée. On voyage pour devenir meilleur. Et je vous raconte cette anecdote parce qu'elle a vraiment son importance. Une fois au Cambodge, bon, j'avais fait une petite partie en fait, de foot improvisée avec des petits Cambodgiens, entre 5 et 10 ans, j'aurais dit. Parce qu'ils m'avaient vu venir en fait au loin avec mon gros sac à dos. Voilà. Vous savez, quand on est un voyageur et qu'on arrive dans des petits villages comme ça d'Asie profonde, les gens vous regardent un peu bizarrement, mais sans méchanceté, hein, c'est avec de la curiosité. C'est de la curiosité, on va dire de la curiosité saine. Et après le match, je me suis posé avec eux et on a discuté et je leur ai dit, bon, on est jeudi aujourd'hui, vous n'allez pas à l'école? Ouais, non, mais voilà, l'école, tu sais, bon. L'avantage au Cambodge, c'est que même les enfants maîtrisent l'anglais parce que là-bas, les programmes télévisés sont principalement en anglais. Donc même les enfants parlent anglais, c'est une chose qui m'a permis de communiquer avec eux. On dit, ouais, non, mais l'école, bon, c'est pour les riches, mais on aimerait trop y aller. L'école, franchement, c'est trop bien. L'école, c'est OK. J'aurais raconté un peu mes périples, mes voyages, et j'aurais parlé des pays que j'avais visités, et je me suis rendu compte en fait qu'ils n'en connaissaient aucun. J'aurais parlé du Japon, j'aurais parlé de la Chine, j'aurais parlé de leurs voisins, la Thaïlande. Oh non, on ne sait pas ce que c'est, je sais pas. Bon. Et je me suis rendu compte, c'est la première fois, j'avais 17 ans, c'est la première fois que je me suis rendu compte en fait de l'importance de l'éducation, de l'importance de l'apprentissage. On a une chance incroyable en France qui est de vivre dans un pays où l'école est obligatoire. Et ça, l'école n'est pas le seul moyen d'apprendre, bien au contraire. Mais quand on vous met dès le plus jeune âge dans un environnement dans lequel vous devez apprendre à lire, à écrire, ça a son importance. Ça a son importance pour plus tard. On vit dans un pays où on a Internet. Je vais prendre notre exemple pour nous à Mitry. On vit à, allez quoi, 25 minutes, 30 minutes de Paris. C'est un centre culturel, c'est un centre de savoir immense. Vous avez des conférences qui sont données chaque jour, gratuites. Vous avez cet accès en fait au savoir et il faut savoir en profiter. C'est extrêmement important. En voyage, on va apprendre aussi à être heureux de sa bonne santé. Quand vous vous retrouvez malade au milieu de la campagne malaisienne ou quoi, ça m'est déjà arrivé, c'est une expérience que je pourrais vous raconter. On est content en fait d'avoir des hôpitaux, des médecins, des pharmacies à proximité quand on retourne chez soi. On se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un toit. Quand on voyage, vous savez, un peu comme ça, en mode robot SDF, c'est le cas, hein, parce qu'on est avec un sac à dos, on se déplace chaque jour. On rencontre pas mal de SDF, justement. On parle avec eux, on se pose parfois, etc. J'ai rencontré des SDF dans quasiment tous les pays que j'ai fait. Et j'ai toujours eu cette petite culpabilité au fond de moi de me dire que une fois que je vais revenir en France, en fait, moi, je vais retrouver mon confort. Je vais retrouver ma petite maison. Eux, ils n'ont pas cette chance-là de pouvoir tout arrêter en fait, du jour au lendemain, comme ça, et de pouvoir repartir chez eux. Donc, on rentre avec cette prise de conscience qui est extrêmement importante. On a la chance d'avoir accès aux soins, et aujourd'hui, je me tiens devant vous, je vous regarde, je peux vous entendre, je peux vous sentir, je suis en bonne santé, et je me rends compte que je n'ai aucune raison d'être malheureux. C'est-à-dire que je suis heureux parce que je n'ai aucune raison valable de ne pas être heureux. Et ça, c'est super important de partir sur de bonnes bases dans la vie en ayant compris ça. De ne pas se retrouver à 40, 50, 60 ans en se disant bah, « tiens, j'ai perdu ma vie, j'ai toujours eu cette frustration au fond de moi, de jamais... » Non, on a une chance incroyable. Il faut vraiment... C'est difficile à transmettre avec des mots. Je suis en train de vous dire ça, c'est pas pour vous convaincre. Je suis en train d'essayer de vous convaincre de partir voyager justement pour arriver à cette même conclusion. Parce que moi, on m'aurait dit ça avant mon départ, j'aurais dit ouais, bof, j'avoue, faut être heureux. C'est pas très intéressant. Quand on le vit, vous revenez, vous avez la conviction, vous l'avez dans votre cœur, en fait, cette conviction-là que, voilà, vous avez cette chance incroyable. J'avais un petit passage, mais qui du coup n'a pas son importance parce que je vous l'ai raconté avant. Je vais conclure parce que je vois que bon, vous avez été très patient, c'est très gentil de votre part d'être resté jusqu'à la fin pour écouter. Je vais conclure en fait pour répondre donc à cette question de savoir pourquoi partir. Pour faire court, je dirais que
on part pour mieux revenir. Voilà, merci.